Mon fils a tué ma grande sœur. Et il a bu son sang pendant que je le regardais. Bienvenue dans French African Folktale. La famille, écoutez bien. Pour vous remercier de votre fidélité, nous lançons un concours exceptionnel sur votre chaîne French African Folktales du 1er septembre au 30 septembre. Le but du jeu est simple. Partager un maximum de vidéos. Celui qui partagera le plus sera déclaré gagnant. Voici les récompenses. Premier prix, un smartphone flambant neuf. Deuxième prix, des écouteurs Bluetooth. Troisième prix, 50 € en cash. Et quatrième prix, un abonnement internet d'1 mois. Pour participer, abonne-toi à notre chaîne YouTube French African Folktales. Partage nos vidéos avec tes amis dans tes groupes WhatsApp, Facebook et TikTok. Et chaque fois que tu partages, envoie une capture d'écran comme preuve sur notre WhatsApp officiel au +44 74 04 02 15 73. Le concours est gratuit et ouvert à tous ceux qui ont un compte YouTube valide. Seul le partage réel compte. Les faux partages ou preuves frauduleuses annuleront la participation. Les résultats seront annoncés ici même sur YouTube. Alors famille, ne perdez pas de temps. Du 1er au 30 septembre, partagez dans vos groupes Facebook, WhatsApp et TikTok. Envoyez vos preuves et peut-être que votre nom sera annoncé en direct. Bonne chance à tous! David, 15 ans, a pris le couteau et a tranché la gorge de sa tante pendant qu'elle dormait. Sa mère, assise dans la cour, pleurait en silence. Elle murmurait « Je suis désolée, ma sœur, je n'ai pas le choix. Si ce n'est pas toi, c'est moi qu'ils vont tuer. » Gisèle vivait avec son mari Claude depuis 10 ans. 10 ans de mariage, mais toujours pas d'enfant. Et ça, c'était devenu leur problème principal. Dans la maison, il n'y avait pas de paix. Chaque jour, c'était des disputes, des cris, des reproches. Claude, fatigué de cette situation, avait commencé à boire. L'alcool était devenu son refuge. Quand il rentrait ivre, il cassait les assiettes. Il criait sur Gisèle. Le couple n'était jamais stable. La famille essayait de les consoler. Même sans enfants, vous pouvez être heureux. Mais rien ne changeait. Leur couple coulait doucement. Après toutes ces années de souffrance, Gisèle a fini par tomber enceinte. Quand Claude l'a appris, il n'en revenait pas. Il sautait, il riait, il embrassait tout le monde. Il disait partout dans le quartier. Enfin, ma femme est enceinte. Dieu m'a exaucé. Pour la première fois depuis longtemps, leur maison avait retrouvé un peu de joie. Claude avait arrêté de boire, il faisait des projets, il préparait déjà l'avenir de son fils. Mais ce bonheur n'a pas duré. Quelques mois plus tard, alors que Gisèle préparait dans la cour, son téléphone a sonné. Un après-midi, Gisèle était dans la cour, en train de préparer à manger. Soudain, son téléphone a sonné. Elle a décroché. « Allô, c'est vous madame Gisèle ?»« Oui, c'est moi. Venez vite au rond-point Mandela, votre mari a eu un accident. » Son cœur a battu très fort. Elle a tout laissé tomber. Elle a couru, paniquée, sans même fermer la marmite. Quand elle est arrivée au rond-point, Claude n'était plus là. On l'avait déjà transporté à l'hôpital. Elle s'est précipitée là-bas. Mais il était trop tard. Claude était déjà mort. Il l'avait laissée seule. Seule, enceinte. Quelques mois après la mort de Claude, Gisèle a accouché. C'était un petit garçon. Elle l'a appelé David. Quand elle a pris ce bébé dans ses bras, elle a ressenti à la fois de la joie et une profonde tristesse. De la joie, parce qu'enfin elle avait un enfant. Mais de la tristesse, parce que le père n'était plus là pour le voir. La maternité n'avait pas été facile. Gisèle était fatiguée, elle n'avait personne pour l'aider. Elle se rappelait encore des jours où Claude parlait de cet enfant comme de son futur héritier. Et maintenant, il n'était plus là. Les premières années de David étaient dures. La maison manquait de tout, pas de nourriture régulière, pas de vêtements corrects, pas d'argent pour les soins. Souvent, Gisèle passait la journée dehors à vendre de l'eau dans les rues, avec un grand bidon sur la tête.
Elle gagnait juste de quoi acheter un peu de riz, parfois un peu de manioc. Quand David a grandi un peu, il a commencé l'école. Mais même là, c'était la galère. Les cahiers manquaient, les chaussures étaient usées. Souvent, il allait en classe avec le ventre vide. Et quand il rentrait, il ne trouvait pas toujours sa mère. Elle était encore dehors, en train de chercher de quoi survivre. Dans le quartier, les voisins avaient pitié. Certains lui donnaient un morceau de pain, d'autres un plat quand il pleurait de faim. Mais petit à petit, quelqu'un avait remarqué ce manque. Une femme du quartier, qu'on appelait Tante Godet. Elle voyait souvent David assis devant la maison, le ventre vide, la tête baissée. Et c'est là qu'elle a commencé à s'approcher de lui, avec des plats, avec de la nourriture. Sans que Gisèle sache que derrière cette générosité, il y avait autre chose. David revenait de l'école, fatigué, le ventre creux. Souvent, il s'asseyait devant la porte de la maison, avec ses cahiers usés dans les mains. Il attendait que sa mère rentre du marché, mais Gisèle rentrait tard, épuisée, les épaules courbées par les bidons d'eau qu'elle transportait toute la journée. C'est dans ces moments-là que Tante Godet, la voisine, apparaissait. Une femme souriante, avec toujours un foulard coloré attaché sur la tête. Elle arrivait doucement, avec une assiette bien remplie. « Petit, tu as mangé ?» David secouait la tête. Alors elle posait l'assiette devant lui, du riz, de la viande, parfois du poisson. Pour lui, c'était une bénédiction. Il n'avait pas l'habitude de voir autant de nourriture dans son assiette. Il mangeait vite, sans même se poser de questions. Mais un soir, Tante Godet a apporté un plat qui semblait différent. C'était un riz blanc, avec une sauce épaisse, sombre, qui dégageait une odeur étrange. David a d'abord hésité, mais elle l'a encouragé. « Mange, mon fils, mange bien. Tu grandis, tu as besoin de force. » Il a pris la cuillère et il a mangé. La nourriture avait un goût particulier, amer et sucré à la fois. Mais il était trop affamé pour s'arrêter. Ce repas-là n'était pas un repas normal. Ce soir-là, sans le savoir, David venait de recevoir quelque chose d'invisible. Quelque chose qui allait marquer sa vie pour toujours. Et quand Gisèle est rentrée du marché, elle a trouvé son fils déjà endormi, repu, un sourire étrange aux lèvres. Elle a remercié la voisine pour son aide, sans se douter que c'était ce plat-là qui allait tout changer. Après ce repas particulier, quelque chose avait changé chez David. La première nuit, il s'était réveillé en sursaut, trempé de sueur. Il criait « Maman, maman, regarde, ils sont là !» Il disait avoir vu des ombres noires dans la chambre. Mais Gisèle, fatiguée de sa journée, croyait que ce n'était qu'un cauchemar. Elle le serrait contre elle et murmurait « Dors, mon fils, ce n'est rien. » Mais ce n'était pas rien. À l'école, David n'était plus comme avant. Il ne jouait plus avec les autres enfants. Il restait seul, le regard vide. Parfois, il murmurait des mots incompréhensibles. Ses camarades commençaient à s'éloigner de lui. La nuit, les choses devenaient encore plus étranges. David avait l'impression de quitter son corps pendant son sommeil. Le matin, il essayait d'en parler à sa mère. « Maman, quand je dors, c'est comme si je sors la nuit. Je me retrouve au milieu de plusieurs personnes. Ils dansent, ils mangent, et moi aussi je mange avec eux. » Mais Gisèle ne priait pas. Elle ne comprenait rien de ce qui se passait. Elle souriait simplement et répondait « À mon fils, ce ne sont que des cauchemars. » Mais ce n'était pas des cauchemars. C'est ainsi que David a commencé à sortir chaque nuit, en esprit, pour rejoindre des gens qu'il ne connaissait pas. Il mangeait, il dansait avec eux, puis revenait dans son lit avant le matin. La misère, elle, continuait de frapper la maison. Souvent, il n'y avait rien à manger. Et chaque fois que Tante Godet apportait de la nourriture, David en dépendait encore plus. La nuit, après avoir mangé ses plats, il devait sortir. Il le disait toujours à sa mère. Mais Gisèle négligeait ses paroles. Et c'est ainsi que son fils s'enfonçait, nuit après nuit, dans un monde dont elle n'avait pas idée. Les nuits de David devenaient de plus en plus sombres. Il ne se contentait plus de danser et de manger avec ses gens. Désormais,
Il buvait le sang. Dans ce monde invisible, il avait même pris une femme. Une femme qu'il appelait son épouse. Avec elle, il avait eu des enfants. Mais pas des enfants normaux. Des enfants du monde mystique. Peu à peu, son caractère changeait. David n'était plus le garçon doux qu'il avait été. Il devenait impoli, insolent. Il ne respectait plus sa propre mère. Bizarrement, il s'attachait beaucoup plus à tante Godet, la voisine. C'est elle qu'il respectait. C'est elle qu'il écoutait. Et cela commençait à déranger Gisèle. Parfois, elle se disait « C'est normal, peut-être parce qu'elle lui donne souvent à manger. Et moi, je n'ai rien à lui offrir. » Mais ce n'était pas normal. Car ce lien, ce n'était plus seulement une histoire de nourriture. C'était une véritable emprise. Les années passaient. David avait maintenant 15 ans. Et dans ce monde-là, un âge marquait une étape. Il devait commencer à faire des sacrifices. Car lui, il mangeait le sang, il buvait le sang. Et sans le sang, il n'y avait pas de vie pour lui. Alors il a commencé à entraîner d'autres élèves de son école. Il les initiait, doucement, en secret. Certains disparaissaient. D'autres perdaient complètement leur raison. Avec son groupe, il organisait même des accidents de voiture, juste pour récupérer le sang des victimes. David était devenu un autre. Un adolescent possédé par une faim qui ne s'arrêtait jamais. Et Gisèle, sa mère, voyait tout, mais elle gardait le silence. Quelques mois plus tard, au cours d'une réunion nocturne, tante Godet a lancé un ordre à David. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Si tu veux devenir le numéro 1 de notre groupe, il faut sacrifier ta propre mère. Sinon, c'est toi qui mourras. » Ces paroles ont résonné en lui comme un coup de tonnerre. Le matin suivant, David ne parlait plus. Il ne mangeait plus. Il restait assis, plongé dans ses pensées. Dans son cœur, c'était la guerre. Il se disait « Perdre ma mère ? Impossible. C'est elle qui se bat pour moi. C'est elle qui paie mes études, malgré la misère. Elle a souffert pour moi. Je ne peux pas faire ça. » Mais la nuit suivante, à la réunion, il a pris son courage et a répondu devant tante Godet et les autres. « Je ne peux pas tuer ma mère. Mais je suis prêt à faire un sacrifice encore plus grand. Je peux détourner un bus scolaire. Je peux tuer plusieurs enfants. Parce que ces enfants-là sont encore innocents. Ils ne connaissent rien. Leur sang est pur. » Tante Godet l'a regardé longuement. Puis elle a hoché la tête. « D'accord. » Le lendemain matin, David s'est levé très tôt, à 5 heures. Il était nerveux, pressé de partir. Sa mère l'a croisé dans la cour et lui a demandé « David, où vas-tu ?»« Maman, j'arrive. » Il n'a rien expliqué. Il est parti se poster à l'angle de l'avenue, car il savait qu'un bus scolaire passait là tous les jours pour ramasser les enfants. À 7 heures, après avoir ramassé tous les élèves, le bus a pris la grande route en direction de l'école. David, caché, a invoqué. Il a lancé quelque chose d'invisible sur le véhicule. Quelques minutes plus tard, le chauffeur a perdu les freins. Le bus a quitté la route et l'accident a été terrible. Beaucoup d'enfants ont perdu la vie ce matin-là. Quand la nouvelle est arrivée dans le quartier, c'était la désolation. Les mères criaient, les familles pleuraient. Gisèle, elle, était bouleversée d'apprendre que des enfants du voisinage étaient morts. Mais David, lui, dans un coin, souriait. Il dansait, il se réjouissait. Et Gisèle a trouvé ça louche. Un enfant de 15 ans, heureux de la mort de ses camarades, c'était incompréhensible. Et malgré tout, elle a continué sa routine, vendre de l'eau, nourrir son fils, sans savoir qu'elle vivait chaque jour avec un monstre en devenir. Après l'accident du bus, Gisèle commençait à remarquer des choses étranges. Son fils ne réagissait pas comme les autres. Alors que tout le quartier pleurait, lui, il souriait. Il dansait même, comme si une fête venait de se produire. Un soir, alors qu'elle rangeait dans la chambre de David, Gisèle a trouvé quelque chose qui l'a glacé. Sous le lit, il y avait un petit récipient, une sorte de calebasse, avec des traces rouges séchées.
Une odeur métallique s'en dégageait. Elle a compris immédiatement. C'était du sang. Le cœur battant, elle a crié. « Jésus! David, c'est quoi ça dans ta chambre ?» David a baissé la tête et a répondu calmement. « Je ne sais pas, maman. » Mais Gisèle a insisté, les yeux pleins de larmes. « Ne me mens pas. C'est du sang, ça. David, si tu ne me dis pas la vérité, tu ne sortiras pas d'ici. Ces derniers temps, je ne te vois pas clair. Explique-moi. » David a soupiré longuement, puis il a dit d'une voix basse. « Maman, assieds-toi, je vais te dire la vérité. Mais promets-moi de ne rien dire à personne. » Gisèle, tremblante, s'est assise. David a pris une grande inspiration et a lâché. « Tu vois la dame d'en face, tante Godet? C'est elle qui m'a donné la sorcellerie. Chaque nuit, elle vient me chercher. On est un groupe, on est nombreux. On danse, on mange la nuit. Son mari est même le chef de notre groupe. » Gisèle s'est levée brusquement, en hurlant. « Jésus! David, c'est quoi ça? Tu as un problème dans ta tête. » Mais David a continué, avec un calme effrayant. « Maman, c'est vrai. Je sors la nuit. On organise des accidents, parce qu'on se nourrit du sang des gens. Maman, je suis déjà trop loin. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Si je ne continue pas, je vais mourir. » Le silence a envahi la pièce. Gisèle pleurait, mais elle savait que son fils disait la vérité. Elle est restée paralysée. Son premier réflexe aurait dû être de crier, de chercher de l'aide. Mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a serré son fils dans ses bras et a murmuré. « Je ne dirai rien. Personne ne doit savoir. Tu es mon fils, et je ne veux pas te perdre. » À partir de ce jour-là, Gisèle a choisi le silence. Même quand des enfants disparaissaient dans le quartier. Même quand des familles pleuraient leur mort. Elle savait que son fils vivait du sang. Mais elle le protégeait, par amour. Désormais, leur vie à eux deux n'était plus une vie normale. Ils vivaient ensemble, mais dans l'ombre. Avec un secret terrible qui les liait. David survivait en buvant du sang. Et sa mère l'aidait à cacher ça. Malgré tous les sacrifices que David faisait, malgré les accidents, malgré les enfants qu'il avait déjà livrés, le chef du groupe n'était jamais satisfait. Un soir, au milieu d'une réunion, il a tapé du poing et a dit clairement « David, tu n'as pas encore donné le sacrifice le plus précieux. Tant que ta mère vit, tu ne seras jamais le véritable numéro 1 parmi nous. Il faut la tuer. » David est resté silencieux. Son cœur battait fort. Il pensait à sa mère, à tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle s'était battue seule, depuis la mort de son mari. Elle avait souffert pour lui donner à manger, pour l'envoyer à l'école. Il ne pouvait pas la tuer. Le lendemain, il a décidé de dire la vérité à Gisèle. Il s'est assis devant elle et a dit, d'une voix tremblante, « Maman, je dois te dire quelque chose. Ils veulent que je te sacrifie. Si je refuse, c'est moi qui vais mourir. » Gisèle a senti ses jambes se dérober. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas couru. Elle s'est assise par terre et a commencé à pleurer. David l'a regardée droit dans les yeux et a ajouté « Maman, si tu dis ça aux gens, je mourrai. Et toi, tu resteras seule. Tu m'as cherché pendant des années. Papa est déjà mort. Si tu me perds aussi, qu'est-ce qui te restera ?» Ces paroles l'ont détruite à l'intérieur. Elle savait que ce qu'il faisait était horrible. Elle savait que cacher ça revenait à devenir complice. Mais l'idée de perdre son fils unique, après avoir perdu son mari, était insupportable. Alors Gisèle a fait un choix. Un choix terrible, garder le silence, fermer les yeux, et soutenir son fils, même dans le mal. Pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. C'est ainsi qu'elle est devenue la gardienne de son secret. David buvait du sang. Et sa mère, par peur de le perdre, couvrait ses crimes. Dans le monde occulte, les règles étaient claires. Le chef avait dit à David « Si tu refuses de tuer ta mère, alors sacrifie sa sœur,
ou son frère. C'est le même sang. C'est le prix. Sans ça, tu ne peux pas continuer avec nous. Ces paroles tournaient dans la tête de David jour et nuit. Chaque fois qu'il regardait sa mère Gisèle, il se rappelait la condition. Chaque fois qu'il pensait à sa tante Esther ou à son oncle, il savait qu'ils étaient aussi visés. La pression était énorme. David, qui autrefois était un enfant fragile et timide, n'était plus le même. Son regard avait changé. Ses yeux étaient devenus froids, durs, comme ceux d'un adulte sans pitié. Même à l'école, tout le monde le remarquait. Il ne riait plus, il ne jouait plus. Il s'asseyait seul, au fond de la classe, le regard fixe. Quand le professeur l'appelait, il répondait d'une voix lourde, autoritaire, qui faisait trembler les autres. Un jour, en plein cours, David s'est levé sans qu'on l'autorise. Il a fixé le maître avec un sourire étrange. Le professeur, un homme pourtant respecté, a reculé instinctivement. Il avait peur. Et dans tout le quartier, on commençait à murmurer. Cet enfant n'est pas normal. Il a quelque chose en lui. On le sent. Mais personne n'osait trop parler, parce que derrière lui, il y avait toujours sa mère Gisèle. Et Gisèle, malgré ce qu'elle voyait, gardait le silence. Parce que la condition était claire, c'était elle, ou quelqu'un de son sang, mais pas David. Un jour, la grande sœur de Gisèle, Martha, est venue lui rendre visite. Ça faisait très longtemps que les deux ne s'étaient pas vus. Elles se sont serrées dans les bras, elles ont ri, elles ont parlé du passé, de leur enfance, de la famille. Pour Gisèle, c'était une bouffée d'air. Elle avait enfin quelqu'un de proche avec qui partager ses soucis, même si elle n'avait pas le courage de tout dire. Martha, elle, ne se doutait de rien. Elle voulait juste passer un peu de temps avec sa sœur, voir son neveu David, et renouer les liens familiaux. Mais dans l'ombre, ce voyage n'était pas anodin. Car Martha ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans un piège invisible. Aux yeux du monde, c'était une simple visite familiale. Mais dans le monde occulte, c'était une opportunité. Martha faisait partie du même sang. Et ce sang-là pouvait remplacer celui de Gisèle. David, lui, avait compris le message. S'il refusait de tuer sa mère, il devait donner quelqu'un du même sang. Et maintenant, sa tante était là, assise dans la maison, souriante, sans se douter qu'elle était devenue la proie. Cette nuit-là, tout semblait calme dans la maison. Martha, la grande sœur de Gisèle, dormait paisiblement dans la chambre qu'on lui avait préparée. Mais David, lui, ne dormait pas. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Vers minuit, il s'est levé doucement. Il a marché pieds nus jusqu'à la chambre de sa tante. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Dehors, Gisèle était assise dans la cour. Elle savait. Elle sentait que son fils allait commettre l'irréparable. Ses mains tremblaient, son cœur battait fort, mais elle n'a rien fait. Elle est restée là, immobile, incapable d'ouvrir la bouche. Cette nuit-là, Gisèle avait le choix, sauver sa sœur, ou protéger son fils. Et elle a choisi le silence. Dans la chambre, Martha dormait profondément. Elle n'a même pas entendu la porte s'ouvrir. David s'est approché lentement, tenant une lame. Sans hésiter, il a tranché la gorge de sa tante. Le sang a jailli. Et il s'est penché, pour boire. À cet instant, Martha a rendu son dernier souffle, sans comprendre pourquoi sa propre famille l'avait livrée. Et dans la cour, Gisèle, les yeux fermés, pleurait en silence. Mais elle ne s'est pas levée. Elle a laissé son fils tuer. Cette nuit-là, son silence l'a rendue complice. Au matin, le soleil s'est levé comme si de rien n'était. Mais dans la cour, une trace rouge maculait encore le sol. Les voisins l'ont remarqué. Et, Gisèle, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, peut-être un animal, répondit-elle d'une voix hésitante. Quelques jours plus tard, une odeur insupportable commençait à se dégager de la maison. Gisèle et David ne savaient pas quoi faire du corps. Ils n'avaient ni le courage de l'enterrer, ni la possibilité de le jeter loin. Alors le corps de Martha était resté emballé, caché dans la chambre de David. Mais au fil des jours, le cadavre commençait à pourrir. L'odeur devenait de plus en plus forte. Et les deux,
Gisèle et son fils, étaient devenus bizarres. Leurs regards, leurs attitudes, tout montrait qu'ils cachaient quelque chose. Les voisins, eux, commençaient à se poser des questions. Chaque fois qu'on demandait à Gisèle: « Et Martha, ta grande sœur, est-ce qu'elle est déjà repartie au village ?» Ses réponses n'étaient jamais claires. Elle bafouillait, changeait de sujet, et ça renforçait les soupçons. Un jour, Gisèle préparait dans la cour. Elle avait oublié d'acheter la braise. Alors elle a demandé à une voisine de surveiller la marmite, le temps qu'elle aille en chercher au marché. Pendant son absence, la voisine a remarqué une odeur étrange qui venait de l'intérieur. Intriguée, elle a poussé la porte, et là, l'odeur était encore plus forte. Elle est sortie en courant, choquée, et a appelé sa mère. Sa mère est venue aussitôt. Quand Gisèle est rentrée, elle l'attendait devant la maison. La femme a dit: « Gisèle, il y a une forte odeur ici. C'est quoi au juste ?» Gisèle, nerveuse, a répondu: « Je ne sais pas, peut-être un rat qui est mort. » Mais la dame a secoué la tête. « Non, ce n'est pas l'odeur d'un rat. On dirait l'odeur du sang. » Gisèle a nié de toutes ses forces. Mais la dame, inquiète, a averti son mari, qui a décidé d'appeler la police. Quelques heures plus tard, les agents sont arrivés. Ils ont fouillé la maison. Et dans la chambre de David, ils ont découvert le corps de Martha, déjà en pleine décomposition. Le quartier entier était sous le choc. La police a interrogé les voisins. David a été arrêté sur le champ. Confronté aux accusations, il a fini par avouer. Oui, c'était lui. On a alors interrogé Gisèle. Au début, elle a nié, les larmes aux yeux. Mais face à l'évidence, elle a fini par craquer. Je savais depuis longtemps. Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas perdre mon fils. Ce jour-là, son secret a été découvert. Et toute la communauté a compris une chose. La complicité d'une mère peut être encore plus meurtrière que la sorcellerie d'un fils. L'histoire de Gisèle et de son fils David a laissé une marque profonde dans tout le quartier. Une tante innocente avait perdu la vie, égorgée par son propre neveu. Et une mère, au lieu de dénoncer le mal, avait choisi le silence. Les gens disaient: « Le diable n'est jamais loin. Il ne vient pas seulement des ennemis dehors. Parfois, il se cache dans nos propres familles. » Parce que ce qui est arrivé à Martha n'était pas l'œuvre d'un étranger. Ce n'était pas un voisin jaloux, ce n'était pas un sorcier du village. C'était son propre sang. Un enfant qu'elle avait vu naître, grandir, qu'elle avait aimé. Gisèle, elle, était détruite à l'intérieur. Elle avait protégé son fils. Mais à quel prix? Elle avait choisi de sauver David en condamnant les autres. Et à la fin, tout s'était retourné contre elle. David est tombé dans la sorcellerie parce que sa maman vivait dans la misère. Il n'y avait rien à manger à la maison. Elle ne priait pas, donc son enfant n'était pas protégé spirituellement. Alors, quand tante Godet a commencé à lui donner à manger, il acceptait sans méfiance. Et c'est par cette porte que l'ennemi est entré dans sa vie. Combien d'enfants aujourd'hui mangent dehors, chez les voisins, parce qu'à la maison il n'y a rien? Combien de parents ferment les yeux et disent c'est juste un cauchemar, alors que l'enfant est déjà pris dans autre chose? Prie pour tes enfants, veille sur ce qu'ils mangent, surveille où ils vont. Et si cette histoire t'a interpellé, abonne-toi, laisse un commentaire et partage la vidéo. Quelqu'un doit entendre ce message aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, laisse un commentaire et partage cette vidéo autour de toi. Parce que quelqu'un, quelque part, doit entendre ce message aujourd'hui. La famille, écoutez bien. Pour vous remercier de votre fidélité, nous lançons un concours exceptionnel sur votre chaîne French African Folk Talks du 1er septembre au 30 septembre. Le but du jeu est simple. Partager un maximum de vidéos. Celui qui partagera le plus sera déclaré gagnant. Voici les récompenses. Premier prix, un smartphone flambant neuf. Deuxième prix, des écouteurs Bluetooth. Troisième prix, 50 € en cash. Et quatrième prix, un abonnement internet d'1 mois.
Pour participer, abonne-toi à notre chaîne YouTube French African Folk Talks. Partage nos vidéos avec tes amis dans tes groupes WhatsApp, Facebook et TikTok. Et chaque fois que tu partages, envoie une capture d'écran comme preuve sur notre WhatsApp officiel au +44 74 04 02 15 73. Le concours est gratuit et ouvert à tous ceux qui ont un compte YouTube valide. Seul le partage réel compte. Les faux partages ou preuves frauduleuses annuleront la participation. Les résultats seront annoncés ici même sur YouTube. Alors famille, ne perdez pas de temps. Du 1er au 30 septembre, partagez dans vos groupes Facebook, WhatsApp et TikTok. Envoyez vos preuves et peut-être que votre nom sera annoncé en direct. Bonne chance à tous!